Bon. En tout cas, bon, aujourd'hui, donc, nous allons parler du management agile et l'innovation. Donc, pour cette présentation, j'ai choisi une méthode de présentation que j'espère agile. Donc, j'ai choisi 5 questions que chaque entreprise pourrait se poser au sujet de l'agilité. Ensuite, j'essaie chaque fois d'apporter pour chaque question des pistes, des éléments de réponse. Voilà. Donc, mais pour commencer, j'aimerais contextualiser un peu les choses pour dire nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes de plus en plus interdépendants, connectés et pressés par le temps. Donc, notre capacité de prédire, de planifier est très diminuée en raison notamment de la complexité, de la dynamique de changement de notre environnement. Mais le changement en tant que tel, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Okay? Donc, il est même reconnu comme quelque chose. Ça ne marche pas. Voilà, donc il est reconnu comme quelque chose de constant. Donc là, je cite la citation d'un philosophe grec qui a vécu au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui nous dit, voilà, le changement est la seule et véritable constante. Donc le changement fait partie de nos vies en tant qu'individus, fait partie également de la vie des entreprises, de la vie des individus, parce que pour avancer dans la vie, on est obligé de changer. On change de téléphone portable, on achète une nouvelle voiture, on achète la dernière télé à la mode. Donc le changement, la vie d'un individu est ponctuée de changements. C'est pareil également pour la vie d'une entreprise. Donc il y a beaucoup de changements dans la vie de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui a changé? Donc du moment que le changement est quelque chose de constant, qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui a changé, c'est la fréquence, le rythme et la profondeur, en fait, l'ampleur de ces changements qui a changé. Donc, pour survivre dans cet environnement qui est désormais plus complexe, plus instable, turbulent, on a besoin d'agilité. On a besoin d'une démarche agile, d'une démarche novatrice. Donc, pour moi, le changement, c'est une condition essentielle à l'agilité. Donc, une organisation, une entreprise n'a pas besoin d'être agile dans un environnement stable, prévisible. Okay? Donc, l'agilité, effectivement, est présentée ici comme une réaction au changement. Donc, nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que l'agilité? Donc, Thierry a commencé à donner une définition de l'agilité. Moi, je dirais que le plus important, ce n'est pas vraiment de définir l'agilité. L'agilité, chacun d'entre nous a une définition d'agilité qui est propre. Le plus important, ce n'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est que l'agilité, c'est une structure, c'est une démarche qui est identifiable par chacun de nous. Donc, il a des caractéristiques, l'agilité, c'est aussi des valeurs, des principes. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de donner une définition, parce qu'il n'existe pas de définition unique, communément admise, mais il y a plusieurs définitions. Moi, pour ma part, j'ai choisi une définition que j'ai trouvée intéressante, en fait, qui est issue, qui a été donnée par Albert Hess en 2003. Donc, d'ailleurs, je vous conseille ces deux livres. Ces deux livres sont en anglais, donc ils sont très très intéressants pour parler de l'agilité et pour expliquer comment une entreprise peut être agile, peut réussir, mieux innover en étant agile. Donc, vous voyez bien, il y a des mots que j'ai soulignés, la capacité de changement, l'efficience, la réponse rapide au changement, la flexibilité et l'innovation. Ce sont des valeurs, ce sont des caractéristiques, ce sont des principes qui caractérisent l'agilité. Ensuite, il faut aussi montrer quel est le lien entre l'innovation et l'agilité. Qu'est-ce qu'on appelle le management agile de l'innovation?
Donc, le management agile de l'innovation, dans un environnement turbulent, c'est la capacité d'une entreprise à changer de direction, de position, afin d'optimiser, de mieux innover. Donc, c'est de créer un environnement favorable pour l'innovation. L'innovation, en fait, l'agilité est souvent présentée comme l'antidote de la bureaucratie, d'un système vertical de management. Ce système vertical qui a fait ses preuves convient parfaitement à la production, à l'exploitation, mais il est moins adapté à la créativité, à l'innovation. L'innovation a besoin de flexibilité, de liberté et d'une démarche qui est ouverte sur l'expérimentation. C'est là où il y a une différence, c'est là où les outils classiques du management se trouvent dépassés. Voilà. Deuxième question. Pourquoi le management pour mon entreprise? Pourquoi j'ai besoin de pratiquer des méthodes agiles, de faire du management agile pour mon entreprise? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà pour survivre. Toutes les entreprises qui ont refusé les changements ont disparu. Les entreprises qui ont accepté les changements, d'autres sont allées encore plus loin, elles ont provoqué ce changement, sont devenus des leaders. Là, je peux prendre l'exemple de ce qu'on appelle le GAFAM. GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont des leaders mondiaux aujourd'hui dans leur domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas contentés d'être agiles, d'accepter les changements et d'être agiles, mais ils sont allés plus loin, ils ont provoqué ce changement. Le changement, ça se provoque par l'expérimentation. Tout à l'heure, je reviendrai un peu plus en détail sur ce point-là. Je choisis de faire du management agile pour mon entreprise, dans mon entreprise ou organisation. C'est aussi pour pas mal d'avantages. Donc, j'ai trouvé une étude qui a été réalisée par Project Management Institute 2012, qui est très intéressante. Il montre effectivement qu'il y a beaucoup de choses, d'avantages finalement pour une organisation à être agile. Le time to market, c'est important. Réponse rapide à la demande du client. Aujourd'hui, le client, notamment, est devenu très indécis, zapper, infidèle. Pour l'impliquer, il faut faire trois choses finalement. C'est d'innover rapidement, mettre des produits très rapidement sur le marché pour le convaincre qu'il y a toujours de la nouveauté. Pour rester, il faut l'impliquer aussi dans le projet, faire appel à lui. Et aussi, ça, pour parler de l'expérience UX, c'est-à-dire augmenter l'expérience utilisateur, donc par des moyens divers, hein, et variés, comme 3D, etc. Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, il y a des avantages à être agile. Donc, les avantages sont ici. Il y a l'histoire de coût, time to market, augmenter la satisfaction des clients, etc. Voilà. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, de quoi ai-je besoin pour mettre en place ce management agile dans mon organisation? C'est une question très concrète. Première chose à faire, c'est de pratiquer, de construire un modèle agile. Ce modèle agile, il a 6 caractéristiques qui sont les aussi. C'est de cultiver un certain sens de réactivité, de flexibilité, de polyvalence, d'adaptabilité, être créatif et innovant. Ce sont des principes de l'agilité que chaque organisation, chaque entreprise doit mettre en place, chaque management doit s'approprier, doit pratiquer. On a besoin donc de principes, de valeurs. On a besoin également d'autre chose qui est importante. On a besoin de méthodes agiles. Des méthodes agiles d'abord pour la production, pour mieux produire, pour optimiser le processus de production. Là, je parle des méthodes Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming, de méthodes Lean. En général, ce sont des méthodologies qui nous viennent soit du monde informatique, dans le cas du Scrum, soit du monde industriel. Là, je pense à TPS, Toyota System Product. Donc, ça vient vraiment de Toyota, donc de Japon. Donc, ce sont des méthodologies qui sont faites, qui ont été créées pour optimiser le processus de production. Donc, il nous faut aussi des méthodologies agiles
pour l'innovation, pour la créativité. Donc, les plus connus, voilà, c'est design thinking, et, il y a des ateliers d'idéation à travers le crowdsourcing, pardon, à travers tous les ateliers aussi d'idéation, le World Café, on éteint, le World Café. Il y a le Lean Canvas, donc c'est une autre méthodologie qu'on applique également pour innover de manière agile. Il y a ce qu'on appelle Minimum Viable Product. Cette méthodologie est très très importante. Pourquoi? Là, je fais un focus sur ça. Parce que ça permet de répondre à un problème très très sérieux. Un problème de time to market qui est un problème endémique de Microsoft. Microsoft, l'un des problèmes majeurs auxquels Microsoft a eu à affronter, justement, cette difficulté à acheminer les produits rapidement vers le marché. Parce que dans le modèle linéaire classique, donc lorsqu'on développe une idée, avant de la mettre sur le marché, hein, avant de l'approfondir, avant de la développer, on a besoin de faire une étude de marketing avant d'aller plus loin. Avec les entreprises agiles, dans le cadre du management agile, cette étude marketing avant l'approfondissement, avant le développement, avant la mise sur le marché, ne sont pas nécessaires. Ne sont pas nécessaires parce qu'on s'appuie on met en place un produit qui est minimum viable, donc qui respecte certaines caractéristiques, on le met sur le marché, on attend les réactions et les remarques, les feedbacks de ce qu'on appelle les early users, c'est-à-dire c'est eux qui vont nous donner la tendance, c'est eux qui vont critiquer le produit de manière à ce que l'entreprise puisse l'orienter dans le sens des besoins et des attentes des consommateurs. Donc voilà, donc ça c'est plus agile. D'ailleurs Microsoft commence à le faire. D'ailleurs c'est beaucoup inspiré du monde de l'open source. Je cite l'exemple Office 365 en ligne. Donc c'est un produit qui est développé en version bêta. Donc c'est un produit qui est en continuel développement, transformation en fonction effectivement des attentes des clients. Trois choses pour commencer. Concrètement, par quoi il faut commencer pour faire de l'agilité? La première, donc je ne vais pas vous donner tout, je vais essayer de vous donner quelques pistes. Par manque de temps malheureusement, on ne peut pas tout dire. Voilà. Première chose, construire une équipe plurifonctionnelle et hétéroclite. C'est très important. En fait, une entreprise agile doit avoir 4 types de profils. On a besoin d'explorateurs qui ont la charge justement de questionner le problème, d'identifier le problème, de questionner le problème. Nous avons besoin, pour faire plaisir à mon ami Raphaël, nous avons besoin d'artistes et de marginaux. Hein? C'est dreamers, c'est-à-dire ces gens-là qui sont des rêveurs. C'est de ces gens-là que viennent les idées de rupture. Parce qu'ils vont au-delà de ce qui est convenable, de ce qui est connu, de l'évidence finalement. Et ils ne sont pas choqués de proposer des idées un peu farfelues des fois. C'est pour ça qu'on a besoin également de juges pour qualifier les idées, choisir les meilleures idées, les bonnes idées. Donc on a besoin d'un arbitre, d'un manager. Ensuite, on a besoin également de guerriers pour porter ces idées. Donc on a besoin de ces 4 profils en fait. Toutes les organisations agiles, là tout à l'heure je vous donnerai un exemple concret d'une entreprise agile, Google. Toutes les entreprises agiles, voilà, s'attachent à avoir ces 4 profils. C'est très important. Deuxième chose, nous avons besoin de synchronisation du travail des équipes. Ça passe par des moyens de communication qui sont connus, hein. Donc par les wikis, par partage d'agenda, par d'autres moyens en fait, de communication qui permettent aux équipes de synchroniser leurs équipes. Donc c'est très important de synchroniser le travail des équipes. Il y a des méthodes agiles qui peuvent être utilisées, employées pour synchroniser le travail des équipes. Troisième chose, ça vient du Scrum. Donc c'est aussi de mobiliser les équipes, faire des réunions journalières, quotidiennes, avec les équipes en petit nombre. Donc l'avantage de ces
ces réunions quotidiennes, debout, vous voyez, debout, donc ça ne dure pas longtemps. Donc, on n'a pas besoin de faire des réunions interminables hein, avec les équipes, etc. C'est aussi une manière d'être au courant de l'évolution du travail, de synchroniser, de coordonner le travail des équipes. Par contre, je tiens à attirer votre attention sur un risque à utiliser cette méthodologie. En fait, le risque, c'est d'inviter n'importe qui, entre guillemets, même les gens qui ne sont pas directement impliqués dans le projet à venir participer à ces réunions. Et pour expliciter, illustrer ce problème, je vais prendre une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ce n'est pas une blague, mais c'est une anecdote du cochon et du poulet. En fait, le cochon et le poulet décident un jour, ça c'est décident un jour en fait, de créer un restaurant. Vous allez comprendre l'idée. Donc, ils décident de créer un restaurant, ok? Un cochon et un poulet, de créer un restaurant. Ok. Donc, le cochon est d'accord. Par contre, il a demandé au poulet de donner le nom de ce restaurant. Comment on va l'appeler ce restaurant? Le poulet, écoutez bien, le poulet a dit, voilà, on va l'appeler jambon et œuf. Ben, le cochon a dit, non, moi, j'accepte pas. En fait, finalement, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Quelqu'un a une idée? Voilà, donc il y en a un qui est personnellement engagé, l'autre il est juste impliqué. Vous voyez, c'est ça en fait, l'enjeu c'est ça. L'idée c'est d'inviter les gens qui sont personnellement engagés dans le projet. Sinon, il va y avoir ensuite des informations, des choses qui peuvent venir polluer en fait le système. Voilà. Là, je vais prendre un exemple concret d'une entreprise agile, leader mondial de son domaine, qui est Google. Donc, pour faire cette présentation, je me suis inspiré d'un livre qui a été écrit par Annika Streiber. Donc, c'est très très important ce qu'il a écrit, en fait, parce que, pourquoi c'est intéressant? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Google, mais l'avantage de ce livre, c'est que cette femme-là, elle a vu les choses de l'intérieur. Donc, il a un regard très, très, très juste, je pense, sur ce qui est vraiment le business model innovant de Google. Pour résumer, Google, c'est six principes de management. C'est une organisation ouverte sur le monde, sur son environnement extérieur, mais aussi c'est une entreprise qui est ouverte vers l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'Open Innovation, ce qu'on appelle l'Open Innovation, ce n'est pas uniquement impliquer son écosystème dans ses projets d'innovation. C'est bien, il faut faire la collaboration avec des clients, avec des startups, avec même des concurrents des fois. L'exemple d'Apple et Samsung est bien connu. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire une ouverture vers l'intérieur. Je mets les guillemets. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut impliquer les collaborateurs. Ensuite, il y a une autre chose, l'innovation dans l'entreprise, ça ne doit pas être uniquement l'affaire des cools blancs. Il faut impliquer aussi d'autres collaborateurs. C'est très important. Donc l'idée, c'est d'encourager le collaborateur à proposer des idées, à aller au-delà de leurs frontières organisationnelles. C'est très important. Donc, ouverture vers l'extérieur, il faut que l'entreprise soit en constant échange, dialogue avec son écosystème, mais aussi ouverture vers l'intérieur, vers ses collaborateurs. Il y a eu une étude très, très intéressante de MIT qui a été réalisée. En fait, il montrait que le collaborateur dans une entreprise, le cerveau des collaborateurs, les compétences sont exploitées uniquement à hauteur de 15%. Donc il y a vraiment un gisement de connaissances, de compétences à exploiter, donc chez les collaborateurs, à condition qu'on leur fasse confiance. D'où le deuxième principe, une approche centrée sur l'individu, sur le capital humain. Donc c'est un principe qui part du constat que les individus veulent faire preuve de créativité. Donc l'organisation est là pour leur offrir un environnement
favorable pour créer, faire de la créativité, pour innover. Donc, il ne demande qu'à être impliqué, que créer. Donc, l'idée pour l'entreprise, ce qui a fait Google, c'est justement offrir, donc si vous voyez à la télévision, donc, des campus Google avec les gens en trottinette qui sirotaient des cafés, ouais, tout ça, c'est calculé, c'est pas de l'anarchie, c'est de l'anarchie maîtrisée. Donc, c'est pour créer. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va faire un World Café. Vous voyez des nappes un petit peu colorées, c'est voulu. C'est pour créer un environnement favorable, informel. C'est cet environnement-là qui est favorable, qui booste la créativité. Capacité dynamique. Tout à l'heure, je reviens sur ce principe-là de manière plus, une approche proactive. Donc, moi, j'ai décidé, par manque de temps, de développer deux principes. Capacité dynamique et organisation ambidextre qui tente de combiner, en fait, parce que dans une organisation, il y a principalement deux logiques organisationnelles. Une logique orientée production et exploitation et une logique orientée exploration, donc innovation. Donc l'organisation ambidextre essaye de combiner ces deux approches dans une même organisation, ce qu'a fait Google. Donc j'essaye Donc, pour illustrer un petit peu ces deux principes, capacité dynamique. C'est un principe qui mesure en fait, la capacité d'une entreprise à intégrer, développer, configurer ses compétences internes et externes afin de répondre à l'évolution rapide de son environnement. Donc, chez Google, il y a des signes de capacité dynamique. Ces signes sont au nombre de 3. Donc, il y a une compétence chez les dirigeants, les managers de Google, une certaine perspicacité dans le choix de ce que va être la zone d'activité, la zone d'intérêt la plus importante pour Google dans un environnement, dans un temps plus ou moins rapproché, quoi. Donc, il y a le choix par exemple, le Google Glass, c'est un exemple. Donc, on est dans l'exploration de nouveaux marchés. On est tout le temps en recherche de nouvelles zones d'intérêt pour Google. Il y a une certaine compétence qui a été développée par Google pour choisir de manière pertinente ces zones d'intérêt. C'est aussi une compétence dans l'anticipation permanente des changements. Chez Google, les dirigeants, mais également les salariés, sont en attente permanente de changements. Donc, il ne peut pas travailler dans un environnement fixé et stable. Ils ont besoin de changement. Pour Google, le changement, c'est plus un allié qu'un ennemi à craindre. C'est vraiment un allié. Parce que dans le changement, on voit aussi, il y a un risque, effectivement, mais aussi des opportunités. Là, je reprends une citation de Warren Buffett. Il dit que le risque existe lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Dès lors qu'on sait ce qu'on fait, ben, il n'y a pas de risque, c'est un risque qui est maîtrisé. Vous voyez ? Bon, la volonté de dirigeants à explorer de nouveaux marchés, effectivement, l'exemple de Google+, face à Facebook. Donc, Google a mis en place, enfin, a mobilisé des milliers d'ingénieurs de jour au lendemain comme ça pour créer un réseau social qui va faire concurrence à un réseau qui est déjà en place, qui est Facebook. C'est très important, voilà. Voilà ces 3 signaux qui nous renseignent sur cette mobilisation continuelle des compétences, l'adaptation au changement de chez Google. Voilà. Deuxième aspect que je voulais illustrer, c'est l'organisation ambidextre. J'ai cité tout à l'heure. Donc, cette volonté chez Google de combiner à la fois la logique organisationnelle orientée exploration avec une logique organisationnelle orientée innovation. Donc, pour mettre en place ce principe, il pratique ce qu'on appelle la règle des 70, 20 et 10%. En fait, cette règle est très simple. Donc, les employés, les collaborateurs chez Google, ils sont évalués en fonction de 2 aspects. Par leur performance dans la production, mais aussi dans la performance dans l'innovation, la créativité. Donc, pour aider ces collaborateurs à être performants dans la production, mais aussi dans l'innovation, on applique cette règle de 70, 20
et 10. Donc, 70% du temps du travail doit être consacré au projet principal. 20% doit être consacré à un projet relatif au projet principal. Les 10% du travail restant, ça va être consacré à un projet autre, personnel, sur le salarié qui doit décider du projet, d'une idée qu'il souhaiterait développer à l'intérieur de Google. En fait, c'est un management qui a été inspiré par le monde de l'open source. Il y a une modularité, il y a la fonction, une confiance dans les équipes, dans les collaborateurs, des équipes très dynamiques, agiles, des petites équipes qui sont proches, peut-être que voilà, du monde académique. Hein. Donc, c'est vraiment ces méthodologies-là qui ont donné aujourd'hui des résultats que vous connaissez hein, chez Google. Donc voilà. Je pense que j'arrive. Là, je ne vais pas vous en parler. J'ai prévu des slides sur les freins à l'agilité. Je ne vais pas vous en parler. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, il va y avoir un World Café. Je n'ai pas envie de biaiser un petit peu les résultats de discussion. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu ces freins. Ensuite, on va en discuter. Bien évidemment, ces slides, vous les aurez à la fin. Okay? Donc, je préfère ne pas en parler. Donc, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci pour votre attention.